Vous suivez la panafricaine Médian et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Chaque année en prélude à la COP, c'est la conférence de la jeunesse sur le climat, communément appelée COI. L'événement qui reste le plus important rassemblement des jeunes du monde sur le climat est organisé par Yango avec le soutien de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une grande occasion pour ces jeunes de partager leurs actions locales pour le climat et de renforcer leur capacité, leur plaidoyer de co-créer également la Déclaration mondiale de la jeunesse. Quel impact des actions locales des jeunes sur la justice climatique? Comment davantage amplifier la voix des jeunes à Belém au Brésil? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons d'écoféminisme et de solutions climatiques. Sur le continent africain, les effets du changement climatique impactent fortement les jeunes filles et les femmes. Ces dernières ne sont pas que victimes, mais elles restent également très engagées comme actrices de changement et promotrices de solutions durables. Ces combats écoféministes promeuvent d'ailleurs le leadership féminin et l'engagement communautaire pour faire des femmes ces agents essentiels pour l'adaptation et la résilience climatique. Quelle lecture de cet engagement de plus en plus croissant des jeunes filles et des femmes dans l'action climatique? Quelle place de l'écoféminisme pour redéfinir les solutions durables? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, deux jeunes également qui sont militants aussi pour le climat. Je veux bien sûr parler de Madame Maguette Ba. Vous êtes fondatrice de Keogi Agency, également militante, jeune militante pour le climat. Merci d'avoir bien voulu répondre présente à notre invitation et c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour moi, Daouda. C'est tout un honneur de revenir ici à Médian TV pour parler de l'écologie et aussi de la place des jeunes et des femmes dans ce combat de notre génération. Merci beaucoup Maguette. Merci également à votre co-débatteur, M. Malamine Badiane. Vous êtes coordinateur de la Grune de Corps Africa Grune, plutôt j'y arrive. Merci également d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation et un plaisir aussi de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, Daouda, et le plaisir est partagé. Et je reste d'ailleurs avec vous. Que vous inspire cette implication croissante des jeunes aujourd'hui dans le combat pour la justice climatique? Merci Daouda pour cette question. D'abord, si vous pouvez me le permettre déjà de redéfinir c'est quoi la justice climatique. Parce qu'on parle souvent de justice climatique, mais c'est bien aussi de pouvoir démystifier ces termes pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre réellement c'est quoi. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, les gens pensent souvent à l'aspect technique du changement climatique, c'est-à-dire le CO2, les températures, la météo, etc. Mais la justice climatique, c'est bien au-delà de ça. C'est tout d'abord une question d'équité, parce qu'il y en a des populations qui en souffrent beaucoup plus que les autres, alors qu'ils n'ont presque pas contribué beaucoup au changement climatique. C'est aussi une question de responsabilité, parce que les pays ou les entreprises qui ont le plus pollué, qu'on appelle aujourd'hui les pollueurs historiques, ont aujourd'hui cette responsabilité ou bien doivent aujourd'hui aider les pays qui en souffrent le plus à pouvoir s'adapter mais aussi à pouvoir se reconstruire. Et l'autre aspect c'est par rapport aux droits humains parce qu'on parle de justice. Aujourd'hui le climat, comme on le dit, c'est l'affaire de tous, c'est la vie, c'est aujourd'hui le droit à l'eau, le droit à la nourriture mais aussi à un logement sûr. Et voilà, donc aujourd'hui parler de justice climatique c'est tout d'abord c'est dire que derrière chaque degré de réchauffement, il y a des vies humaines, il y a des familles, mais aussi il y a des inégalités. Et sur ces inégalités-là, on remarque l'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins, à hauteur de 3,8 à 4%, mais c'est le continent qui en subit le plus les impacts de ces changements climatiques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui rester attentif, nous, en tant que jeunes, sur ce phénomène. Donc,
ce qu'on peut faire, c'est d'agir et d'être en première ligne. Et c'est ce que les jeunes sont en train de faire au niveau local partout en Afrique. Déjà quelque chose qui est très inspirant parce que non seulement on est en train de pousser les politiques, mais aussi on est en train de travailler sur les sensibilisations au niveau communautaire pour que vraiment aider les populations qui sont dans les, disons, dans les villages reculés du Sénégal ou partout en Afrique de pouvoir réellement s'adapter à ces impacts du changement climatique. Et justement, la conférence de la jeunesse dont on parle pour le climat représente une plateforme, en tout cas, de référence pour ces jeunes-là dans leur combat pour le climat. Malamine, quelles sont présentement vos priorités en tant que jeune, vos priorités et urgences, surtout dans ce combat aujourd'hui pour la justice climatique? C'est une très bonne question par rapport à ça. Et voilà, comme tu l'as si bien rappelé, on est en prélude de la ELCO, la conférence locale des jeunes sur le climat. Et cette année, l'avancée qu'on a eue cette année, c'est d'abord d'avoir une déclaration. Bon, on a cette déclaration chaque année, mais cette année, on a, en période de la LCOI, il y a un formulaire de consultation qu'on a lancé en ligne pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire leurs priorités qu'ils ont quand il s'agit des questions climatiques au Sénégal. Et ce formulaire aujourd'hui a eu plus de 400 jeunes qui ont participé à ce formulaire. Et on voit réellement ce que les jeunes veulent, c'est d'abord l'accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, les financements mondiaux, il y a seulement, disons, 2 à 4% des financements mondiaux qui arrivent réellement au projet des jeunes. Les jeunes ont besoin de financement, mais surtout, le financement c'est bien, mais surtout l'aspect technique, l'accompagnement des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans une communauté pour les aider à pouvoir s'adapter sans pour autant qu'on ait cette base, en fait, c'est quoi le changement climatique, mais aussi c'est comment on pourra faire ce plaidoyer au niveau des communautés, mais aussi comment on pourra faire ce plaidoyer vis-à-vis de nos gouvernements. Donc, ce sont les priorités qui reviennent sur le formulaire de consultation qu'on a lancé cette année. Un point important que vous avez appelé, en tout cas abordé tout à l'heure, c'est le fait que les jeunes ont besoin de financement et la plupart de ces financements climatiques, en tout cas, une infime partie, seule une infime partie arrive à ces jeunes. J'aimerais bien interpeller Maguette sur ce point. Maguette, est-ce qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on voit, ou bien en tout cas les lourdeurs, surtout au niveau du process, pour accéder aujourd'hui à ces financements climatiques, ne justifient pas aujourd'hui que les projets jeunes ne sont pas souvent très financés, ou bien peu de ces projets sont financés aujourd'hui par ces fonds climat? Alors, il faut rappeler une chose. L'année dernière, à la COP 29 à Bakou, j'ai eu à participer à plusieurs séances où on parle de financement et il y avait cette partie de financement des jeunes et des enfants et il y avait juste 4% des financements climatiques qui venaient vers les enfants. Donc, au niveau mondial même, il y a juste 4% pour les enfants et les jeunes. Et après, il y a cet aspect des processus très lourds, que même nos États ont du mal à pouvoir capter ces financements. Donc, il y a les ONG, il y a les entreprises privées, mais derrière, il y a carrément des problèmes qu'ils ont mis. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou ils veulent juste alourdir la tâche. Mais ce sont des organismes même qui sont accrédités aujourd'hui par le Fonds vert climat. Voilà. Et c'est à travers ces organismes accrédités qu'on peut décrocher les financements. Au Sénégal, il y a le Centre de suivi écologique. Oui, il y a le CSE. Voilà, il y a aujourd'hui le Crédit agricole également. Et d'autres structures de l'État comme le Fonds 6, le Fonds JIP sont dans des démarches mais qui n'ont pas encore abouti aujourd'hui pour être agréées par rapport au Fonds vert climat. Exactement, il y a carrément des actions que l'État est en train de faire. Malheureusement, l'État ne communique pas très bien pour dire où ils en sont, comment faire pour avoir ces financements. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a les financements verts, dont, par exemple, ces communautés dont Malamine parlait, qui sont au fin fond du Sénégal, qui aujourd'hui utilisent des connaissances endogènes pour s'adapter. Mais malheureusement, ces financements, s'ils n'arrivent pas aux communautés, comment cela va arriver aux jeunes pour les accompagner? Donc, c'est des questions qu'on se pose et on aimerait peut-être que cette COP, on met aussi l'accent sur cette partie de faciliter la tâche. Vu que l'année dernière, on avait beaucoup parlé sur la finance. Et d'ailleurs, pour rappeler, il y a juste quelques jours, ici au Sénégal, on a parlé des journées climat et développement et il y avait des organismes internationaux, il y avait la Banque mondiale qui était là présent pour parler de financement vert, mais le problème reste toujours la même. On n'arrive pas à trouver les financements de manière très facile et accessible. En tant que jeune militante pour l'environnement, Maguette, que représente la 20e conférence aujourd'hui de la jeunesse pour le climat pour vous? Cela représente pour moi encore une fois un moment très historique pour nous parce que chacun d'entre nous, qu'on soit au nord comme au sud, on est confronté à des mêmes difficultés. Malamine l'a tantôt rappelé, aujourd'hui c'est 79% des richesses qui sont
carrément des problèmes plutôt qui sont carrément alloués aux pays du Sud, et il y a 31% des richesses qu'on a. Donc ce qui veut dire en fait, on dirait c'est la loi de Pareto qui est en train de nous rattraper, et si les jeunes n'arrivent pas à faire entendre leur voix, on va toujours stagner, sachant qu'en Afrique, 70% de la jeunesse a moins de 30 ans. Si on n'arrive pas vraiment à mettre les mots là où il faut, on sera toujours derrière, on va toujours encore appeler, mais rien ne sera fait. En tout cas, le plaidoyer que vous menez en tant que jeune et en tant que militante pour le climat, en tout cas pour faire bouger les lignes, ainsi que votre co-débatteur, M. Malamine Badiane. Et Malamine, vous êtes coordinateur de l'initiative Core Africa Green. Vous avez lancé d'ailleurs dans le cadre de la COI 20 une consultation nationale. Vous aviez commencé à développer là-dessus une consultation nationale de la jeunesse sur le climat. Quelles sont les questions qui ont été abordées aujourd'hui dans le cadre de cette consultation et quels sont les résultats issus aussi de cette consultation nationale? Merci beaucoup, Daouda. Juste un peu revenir sur ce que disait Maguette par rapport à la COI 20. Aujourd'hui, disons c'est demain, la COI 20, c'est la 20e conférence globale des jeunes. Il faudra rappeler le début de la COI, c'était en 2005. C'était lors de la COP 11 à Montréal que les jeunes se sont réunis pour la première fois pour organiser un COI. Donc disons, il y a 10 ans de cela. Et rappelons que c'est une conférence des enfants et des jeunes, puisque Maguette l'a précisé aussi tout à l'heure. C'est une conférence des enfants et des jeunes pour le climat. Effectivement. Donc disons, il y a 10 COP qui ont passé sans pour autant inclure la voix des jeunes dans les négociations, dans les discussions. Donc ce n'est qu'en 2005 que les jeunes se sont réunis pour pouvoir avoir une voix au niveau des instances décisionnelles. Et pour revenir à la LCOI, donc la LCOI c'est juste un processus à suivre pour la COI. Donc il y a sur les politiques climatiques des jeunes, il y a la LCOI qui est les conférences locales des jeunes sur le climat, il y a les ARCOI qui sont les conférences régionales, disons en Afrique, en Asie, etc. Mais aussi il y a la COI qui est la conférence globale. Donc cette année-là, pour la LCOI au Sénégal, c'est la 4e édition que Core Africa l'organise, en partenariat avec nos partenaires bien sûr, comme l'UNICEF aujourd'hui, comme Enabel, comme aussi la mairie de Yoff, mais aussi Yota qui est un partenaire qui est au Ghana. Donc cette consultation qu'on a lancée, c'est juste pour nous permettre d'avoir une ligne directive, d'avoir un plan d'action d'ici les 5 ans. On parle des CDN qui sont les contributions déterminées au niveau national, qui sont soumises chaque 5 ans du moins. Donc on veut aussi que la LCOI aujourd'hui soit se base sur ce CDN en fait, pour qu'on ait un plan d'action d'ici 5 ans. Et lorsqu'on a... Mettre en conformité aujourd'hui la CDN pays avec les attentes également des jeunes par rapport aux questions climatiques. Effectivement, c'est ça en fait. Donc lorsqu'on a lancé cette consultation, je l'ai rappelé tantôt, on a plus de 400 jeunes qui ont participé à la consultation. Et la consultation va se poursuivre même durant la LCOI. On va rassembler les voix des jeunes, ce que les jeunes demandent. Et je l'ai dit tantôt, la plupart des jeunes, disons 91% des jeunes qui ont répondu au formulaire demandent un accès au financement, mais aussi demandent aussi l'accès à la formation. Parce qu'on ne peut pas parler de financement sans pour autant parler de formation, mais aussi de beaucoup plus impliquer leur voix dans les politiques climatiques. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans les CDN ou bien dans les plans nationaux d'adaptation dire que jeunes et enfants, mais surtout impliquer les jeunes et les enfants dans le processus. Donc les jeunes doivent s'asseoir autour de la table avec les décideurs pour qu'ensemble on puisse écrire ces politiques nationales, parce que c'est les jeunes qui en bénéficient d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans. Donc c'est un problème climatique que l'on vit tous au Sénégal. Donc si on veut aujourd'hui régler cette situation, nous devons travailler main dans la main avec les enfants, avec les jeunes, avec le gouvernement, et inclure la voix des jeunes, inclure dans le processus pour qu'ensemble on puisse atteindre les résultats escomptés. Et Maguette, il y a Malamine qui l'a dit tout à l'heure, la voix des jeunes en tout cas, ou bien les attentes de ces jeunes n'étaient pas suffisamment prises en compte, surtout à l'occasion aujourd'hui de ces COP-là, de ces rencontres. C'était plus les décideurs aujourd'hui qui se réunissaient, qui parlaient aujourd'hui des problèmes des jeunes sans pour autant intégrer les jeunes. Mais de plus en plus également, on voit que ces jeunes-là sont représentés à l'occasion de cette conférence des jeunes et des enfants. Et d'ailleurs, il y a même le secrétariat général des Nations Unies qui abrite désormais le groupe consultatif de la jeunesse sur les changements climatiques, un groupe qui fournit des conseils pratiques axés sur les résultats, des points de vue également diversifiés et des recommandations concrètes avec pour objectif clair d'accélérer la mise en œuvre de son programme d'action climat. Quel impact aujourd'hui du travail de ce groupe consultatif aujourd'hui dans le combat surtout pour la justice climatique?
Donc, avant de répondre à cette question, c'est d'abord de compléter par rapport à la CDN. Quand on parle de CDN, on parle de contribution déterminée au niveau national. Et la dernière CDN du Sénégal est sortie en 2020. Donc, 2020-2025, dans la CDN dernière, il n'y avait pas la place des jeunes. Il n'y avait ni mention, ni activité concrète. Donc, dans la CDN du Sénégal, il y a des parties atténuation et adaptation. Et malheureusement, il y a juste une partie où on dit sensibilisation et formation. Donc, ce qui veut dire on met juste sensibilisation et formation pour les jeunes, alors qu'il n'y a pas exactement des actions concrètes pour les accompagner. Pour rappeler, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a une partie, le CSE, le Centre de formation écologique. Voilà. Le centre de suivi écologique, ça c'est plus partie côté données. Ah ok, le centre de formation au niveau du ministère de l'Environnement. Voilà, le CSE, eux ils sont accrédités ou bien ils ont le rôle de faire la formation et la sensibilisation sur les questions climatiques, mais il reste encore. Donc c'est une partie très importante et au-delà de ça, il y a eu même un atelier que l'UNICEF a organisé avec les ministères sectoriels, avec la plateforme de Green Generation, où ils ont vraiment parlé avec tous les secteurs de comment aujourd'hui la question de la CDN doit prendre en compte les besoins des enfants et des jeunes. Donc je pense que c'est très intéressant de rappeler cette partie qui a été faite tout au long de l'année. Et maintenant, revenons sur la plateforme des jeunes. Pour le groupe consultatif, je pense qu'aujourd'hui, les décideurs au niveau international se rendent compte que les jeunes ont le pouvoir de changer les choses. Non seulement il y a l'énergie, mais on a aussi accès à la technologie. On a accès à l'information, on a aussi accès à se déplacer au fin fond de nos pays pour voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, un jeune qui est à Matam peut exactement te dire comment les femmes sont en train de s'adapter sur ces questions. Donc, je pense juste qu'on est en train de rassembler toutes les informations à la base pour les amener au niveau international et que chaque décideur venant d'un pays ou d'une autre puisse savoir qu'est-ce qui se fait à l'Est et comment à l'Ouest on pourra le prendre. Et je pense que oui, c'est un travail magnifique qu'ils sont en train de faire, sachant qu'aujourd'hui aussi aux Nations Unies, on a UN Youth pour la partie les Nations Unies des jeunes, où ils ont un groupe de jeunes venus de différents pays qui aujourd'hui travaillent. Donc on apprécie le travail qui est en train de faire, mais il faudra toujours rappeler une chose. Quand on parle de climat, d'habitude, les données qu'on nous partage sont erronées. Et je pense avoir des données fiables avec les jeunes au niveau local, c'est très intéressant. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que ces jeunes également peuvent davantage faire remonter en tout cas ces connaissances endogènes-là et ces réalités que vivent ces communautés-là, mieux aujourd'hui que ce partenaire extérieur qui vient à l'occasion d'un projet qui est là pour un temps bien déterminé. Et vous parliez tout à l'heure aujourd'hui de l'exemple du Sénégal et de la participation, en tout cas qui n'est pas comme elle doit être des jeunes au niveau aujourd'hui de ces questions-là sur le climat. Selon vous, quel impact également peut avoir cette participation des jeunes aujourd'hui dans la définition des politiques mondiales sur le climat? On a donné tout à l'heure quelques exemples, mais quel impact peut avoir aujourd'hui cette contribution des jeunes dans la définition des politiques? Dans la définition des politiques, je pense que généralement, ce qui nous manque au Sénégal, on sait écrire des stratégies, détailler des plans de développement entre autres, mais ce qui manque, c'est l'exécution. Et quand on parle de l'impact des jeunes, je pense que ce sera d'aider dans l'exécution. On a des universités, que ce soit au nord comme au sud du Sénégal. Je prends l'université de Bambey où ils forment énormément de jeunes sur les questions de développement durable, d'agriculture, d'agroécologie, de lycée, non plutôt l'université de Kaolack également. Ces jeunes peuvent aujourd'hui aider dans l'exécution. On a énormément de plans qui sont en cours. On parle de Sénégal Vision 2050, on parle de CDN, même il y a des CDN sectoriels, il y a des plans d'adaptation sectoriels. Chacun travaille de son côté pour amener des solutions, mais ce qui nous manque, c'est l'exécution. Et je pense que la jeunesse pourra aider dans l'exécution, ce qui va aider aussi dans l'employabilité des jeunes. On a des jeunes qui sont très bien formés et qui chôment. Cela pourrait constituer également une solution pour cette question aujourd'hui du chômage des jeunes. Et Malamine, à quoi consiste aujourd'hui l'initiative Core Africa Green, cette initiative que vous coordonnez? Merci beaucoup, Daouda. Bon, disons, pour faire simple, Core Africa Green, c'est juste une initiative qui met en avant les volontaires de Core Africa comme une partie de la solution au changement climatique en Afrique et au-delà. Donc,
d'abord, comment vous effectivement, d'abord, chaque année, Corps-Africa recrute des jeunes Africains qui sont issus des universités publiques et privées partout en Afrique. Et on le forme pendant 6 semaines de formation et après, on envoie ces volontaires sur le terrain. Maintenant, l'initiative Corps-Africa Green vise, lors de la formation de ces volontaires, de pouvoir leur inculquer, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de quoi c'est le changement climatique. Parce qu'on a vu dans les années précédentes, la plupart des projets ou bien des activités que nos volontaires font dans les communautés touchent le changement climatique. Ou bien la plupart de ces communautés en Afrique sont impactées du changement climatique. Donc, comment on peut faire pour que ces communautés puissent savoir c'est quoi d'abord le changement climatique. D'abord, ça se passe par les formations qu'on fait aux volontaires lors des pré-service training qu'on appelle, ce sont des formations qu'on fait avant le déploiement de ces volontaires. Donc, il y a plusieurs outils qu'on donne à ces volontaires, comme par exemple aussi comment faire des charbons bio, mais aussi comment faire des foyers améliorés. Aujourd'hui, on a distribué plus de 1000 foyers améliorés partout en Afrique avec les communautés rurales. On a produit plus de 16 000 charbons bio partout avec les femmes qui sont dans les milieux ruraux, mais aussi les plantations d'arbres, etc. Donc, d'abord, le processus d'abord, c'est de leur faire comprendre c'est quoi le changement climatique. Comme ça, une fois dans les communautés, ils pourront expliquer aux gens qui y vivent c'est quoi le processus du changement climatique. Donc, si c'est clair à leur niveau, l'adaptation ou bien la résilience climatique va suivre. Donc, et cela montre le rôle essentiel que peuvent jouer ces jeunes-là, comme le rappelle depuis tout à l'heure Maguette, surtout dans cette résilience ou cette adaptation, en tout cas, face aux effets du changement climatique. Et Maguette, en tant que jeune militante également pour le climat, vous avez participé à des COP, vous avez rappelé tout à l'heure la COP de Bakou et d'autres rencontres internationales sur le climat, où vous portez en tout cas la voix des jeunes et leurs attentes sur ces questions climatiques-là. Sentez-vous réellement l'impact aujourd'hui de vos actions au niveau de vos communautés aujourd'hui? Au niveau de nos communautés, comme Alami l'a dit, par exemple, je prendrai le cas des volontaires de Corps-Africa qui sont envoyés aux communautés. Les communautés savent qu'il y a changement climatique, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Et au niveau international, nous allons parler des questions techniques. Il y a élévation des températures, il y a CO2, effet de serre. Et sachant que l'effet de serre, il y a l'effet de serre naturel aussi qui existe. Quand on arrive à participer à ces grands événements, en tout cas, moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre ce que en interne, quand je me retrouve dans des villages où il n'y a pas accès à l'eau, ou que des femmes se retrouvent à ne pas faire d'activité parce qu'il fait extrêmement chaud. Actuellement, la semaine dernière à Dakar, on a tous souffert comment la chaleur est en train non seulement de créer des maladies, beaucoup de personnes sont allaitées. Ces impacts, nous, comment on peut le faire? Je pense il y a beaucoup d'informations, énormément d'informations. Malamine participe à la COP tout comme moi. On sait que là-bas, on est partout et nulle part. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est que à chaque fois, à chaque moment, n'importe quelle personne qu'on rencontre, on essaie de le convaincre qu'il a de l'influence pour nous aider à pouvoir avoir de l'impact au niveau international. Et je pense que c'est dans les communications, dans les discussions très simples, hors des salles, surtout hors des salles, autour de nos petits plats qu'on arrive à faire passer le message. Et on espère que peut-être d'ici 10 ans, les choses vont changer. Mais il faut savoir que c'est parce que chacun a ses réalités et nous, on ne fait que remonter les informations pour attendre des résultats efficients. Et ces communautés également pour qui vous portez la voix au niveau de ces rencontres internationales et autres COP, on constate aussi depuis quelques années ou depuis quelques COP que de plus en plus également, ces communautés se battent pour être représentées au niveau de ces rencontres internationales, puisque disent-elles aussi, on prend des décisions au nom de ces communautés-là et souvent ces communautés ne sont pas associées. Donc de plus en plus également, on voit des représentants de ces communautés-là assister à des COP et également porter le plaidoyer pour leur propre communauté. Oui, on les parle d'habitude, on les qualifie d'autochtones. Comme ça, on les dit. Moi, j'adore les rencontrer dans les COP parce que généralement, les gens s'habillent d'une manière occidentale. Ça se fait dans les pays occidentaux. Mais eux, quand ils arrivent, ce que tout le monde adore, je pense que Malamine va aussi partager son expérience, c'est qu'ils s'habillent comme ils s'habillent chez eux. Tu rencontres quelqu'un qui vient d'Asie du Sud, il s'habille comme il veut. Tu rencontres quelqu'un du Kenya, il s'habille comme il s'habille chez eux. Et ça permet de lancer un message fort. C'est que nous aussi,
on existe. Nous aussi, on veut protéger nos forêts. Nous aussi, il faut nous prendre en compte. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté des COP. Parce que généralement, c'est des personnes qu'on dit bien sapées, privilégiées, qui viennent parler. Mais ce qui fait la beauté, c'est ça. Et en plus, il y a d'autres choses. À la COP, il y a beaucoup de manifestations qui se font en même temps. En dehors, il y a carrément un espace qu'on laisse pour eux et chacun brandit son message, chacun laisse son empreinte une fois à la COP parce que les gens peuvent dire que les gens viennent dans les salles climatisées. Il y a ceux qui représentent les pays, les négociateurs officiels qui vont discuter, débattre, mais il y a d'autres qui sont dehors et qui font de telle sorte qu'ils laissent leurs empreintes. Et il y a les jeunes aussi, comme Alamine, comme d'autres aussi, qui, dans les side events, dans les panels, fait passer le message, ce qui fait... Aussi, tout aussi de l'impact également sur les décisions qui seront issues de ces COP-là. Et en seconde partie du débrief, il sera question de parler d'écoféminisme et également de contribution de l'écoféminisme par rapport à la redéfinition de solutions durables. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Maguette, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de cet engagement de plus en plus croissant des jeunes filles et des femmes dans le combat ou bien dans l'action climatique? Je pense aujourd'hui, depuis quelques années aussi, les femmes s'engagent de plus en plus sur les questions climatiques parce que c'est normal, on sent que les impacts, les conséquences, c'est eux qui les vivent en première partie. On parle par exemple, que ce soit au nord, par exemple, le Sénégal nord ou sud, c'est les femmes qui sont dans les champs, c'est les femmes qui aillent chercher de l'eau. L'année dernière, on avait cette partie le fleuve du Sénégal qui a débordé. La crue du fleuve. Voilà, la crue du fleuve, c'est les femmes et les enfants qui sont les premiers impactés. Donc je pense que c'est normal qu'aujourd'hui qu'on voit de plus en plus qu'il y ait des femmes qui s'engagent sur ces questions et qui essayent d'apporter des solutions. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ne sentent pas également leur voix suffisamment portée aujourd'hui, surtout pour l'impact, sur les questions d'impact, de l'impact aujourd'hui, qu'elles ressentent par rapport à ces questions de changement climatique, qu'elles ont décidé elles-mêmes de porter le plaidoyer? Généralement, c'est ce que les femmes disent, qu'elles ne sont pas trop accompagnées, qu'elles ne sont pas trop prises en compte, qu'elles sont toujours laissées derrière, que la société patriarcale est en train de les inhiber. Et on parle d'écoféminisme, c'est normal, c'est un terme qui depuis 1970 est en train de prendre de plus en plus de forme. On parle de femmes et de spiritualité, on parle de femmes et nature, parce que généralement, je prendrai le cas du Sénégal que je maîtrise le plus. Il y a certaines communautés où c'est les femmes qui cultivent la terre, mais elles ne doivent pas avoir accès à la terre. Et c'est ce qui fait que des femmes se lèvent aujourd'hui pour porter le combat, pour dire que non, on ne va pas accepter de cultiver la terre pendant que les hommes font autre chose, et qu'on nous dit que vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ces terres, qu'elles ont tout le temps pris soin, accompagné et faire de telle sorte qu'ils arrivent à nourrir la famille, aider les enfants, entre autres. Et pourtant, de plus en plus, en tout cas pour l'exemple du Sénégal dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a en tout cas aucune loi sur le plan légal, aucune loi qui interdit l'accès des femmes à la terre, d'où ce combat également, cet engagement écoféministe pour davantage aujourd'hui corriger cette injustice-là pour l'accès des femmes à la terre. Et ce combat n'est pas qu'au Sénégal, même au niveau continental également, il y a une initiative également pour faciliter cet accès des femmes au niveau des terres agricoles. Et Malamine, au sein de votre organisation Corps Africa, quelle place occupe l'écoféminisme dans vos différentes initiatives et programmes? Merci beaucoup, Daouda. Juste un peu rebondir sur ce que disait Maguette sur la vulnérabilité des femmes. Aujourd'hui, on a vu 80% des migrations climatiques concernent directement les femmes selon l'OIM. Donc, certes, les femmes sont vulnérables, mais aussi il y a des femmes qui sont beaucoup plus résilientes. Et récemment, même à la COP 28, lors des délégations qui étaient à la COP, il y avait seulement 33% de femmes qui étaient à la COP 28. Donc, ce qui montre que, certes, il y a une non-représentativité des femmes dans ces instances de décision, mais actuellement, on voit qu'il y a aussi des avancées qui sont en train d'être faites, comme par exemple Corps Africa, le fait de pouvoir représenter la voix des hommes, mais aussi des femmes sur ces instances de décision, de pouvoir aussi voir comment on peut mieux aider les femmes qui sont dans le milieu rural à pouvoir avoir accès à des financements, mais aussi à pouvoir avoir accès à des formations techniques, etc. Et d'ailleurs, même c'est ce qui a motivé aujourd'hui Corps Africa depuis 2 ans maintenant à pouvoir
parmi les volontaires que l'on recrute, il y a 75% de femmes qui sont des volontaires en fait. Donc il y a 75% de femmes et 25% d'hommes, ce qui est bien parce que ça pousse beaucoup les femmes à pouvoir participer au développement durable, mais aussi de pouvoir participer aux questions qui sont liées au changement climatique. Mais aussi dans les communautés où nous travaillons beaucoup plus avec les femmes parce qu'on voit la plupart des activités que nous menons, ça touche plus les femmes, mais aussi c'est les femmes qui peuvent bien mener ces activités comme les charbons bio que j'ai mentionné tantôt. Aujourd'hui, si tu vois à Kaolack, à Fatick, on a fait pas mal de formations avec les femmes et ces femmes sont en train de mettre en place de petites entreprises sur le charbon bio et revendre ces produits pour qu'elles puissent aujourd'hui avoir une autonomisation financière mais aussi être résilientes face aux effets du changement climatique. Et dans le cadre de la conférence locale également de la jeunesse sur le climat que vous organisez aussi chaque année en prélude à la COP, qu'est-ce qui est ressorti des préoccupations aujourd'hui des jeunes? Quelles sont les préoccupations des jeunes? Ce qui est ressorti des préoccupations des jeunes et des femmes, disons, déjà Maguette l'a rappelé tantôt, l'accès aux terres, mais aussi surtout il y a aussi l'accès à une formation de qualité, mais aussi l'accès à l'information. Aujourd'hui, on l'a dit sur la première partie de l'émission, les fonds verts sur le climat, les fonds d'adaptation ou bien les fonds pertes et dommages. Aujourd'hui, si tu vois ces fonds-là, il y a une infime partie de ces fonds qui viennent en Afrique. Disons, c'est 1% à 2% de ces fonds que l'Afrique bénéficie. Donc, et d'abord, avant même qu'on parle de bénéficiaires, déjà, le processus, c'est très lourd. Les jeunes n'ont pas d'informations, ou bien les femmes n'ont pas ces informations sur ce qu'elles organisent et accréditer, comment elles peuvent faire pour avoir accès à ces financements. Déjà, il y a pas mal de dossiers à rédiger, etc. Donc, si on peut aujourd'hui redéfinir ce processus, si on peut aujourd'hui simplifier ce processus, ça va beaucoup plus aider les jeunes et les femmes à avoir accès au financement, mais aussi avoir un loi ou bien quelque chose qui peut permettre aussi aux femmes d'avoir accès aux terres. D'ailleurs, pour le cas des pertes et préjudices, en tout cas, c'était les engagements qui avaient été pris pour qu'aujourd'hui, l'accès à ces fonds pertes et préjudices soit moins lourd aujourd'hui que pour l'accès aux fonds climat. Et Maguette, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'écoféminisme. Première écologiste à remporter le prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maathai et son mouvement de la ceinture verte incarnent l'essence même de l'écoféminisme africain. Selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce militantisme croissant des jeunes filles et des femmes pour le climat? Est-ce une façon de perpétuer aujourd'hui ce legs de Wangari Maathai ou bien est-ce également cette vocation à mieux défendre leurs droits? Je pense qu'il y a non seulement cette partie de défendre leurs droits, mais cette partie de part d'héritage. Je prendrai le cas de l'Inde, où des femmes se sont attachées aux arbres pour pouvoir contester la déforestation. Non seulement ça a un aspect culturel, ça a un aspect spirituel, mais aussi un aspect économique. Donc aujourd'hui, si des jeunes femmes et des femmes aussi, parce que voilà, il y a la différence d'âge qui existe, s'engagent sur ces questions climatiques, c'est non seulement de s'adapter. C'est les conditions actuelles qu'on est en train de vivre. J'ai été l'année dernière à Matam, dans le département de Ranérou, dans un village où il n'y avait pas accès d'eau. C'était tellement chaud et sec et les femmes m'ont dit carrément qu'aujourd'hui, elles préfèrent donner en mariage leurs jeunes filles parce que si on les laisse à la maison, elles n'auront rien à faire. Il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas même s'ils ont des terres, il n'y a pas de terre à cultiver. Et ce sera encore des bouches de plus qu'elles vont encore devoir nourrir. Au sud du Sénégal, une fille était en larmes devant moi parce que tout simplement son père a décidé de le donner en mariage parce que l'agriculture n'était pas en train de fleurir, donc mieux vaut donner les filles en mariage. Donc ces femmes, ces mères, je vais dire, voient leurs jeunes filles en train de stopper leur avenir parce qu'elles ne pourront plus aller à l'école ni cultiver la terre. C'est normal pour elles de se dire non, stop, il faudra qu'on change la donnée. C'est important ce que vous êtes en train de dire. J'aimerais vous interpeller là-dessus. C'est tellement important qu'aujourd'hui, ce sont des conséquences aujourd'hui, indirectes ou directes, de ces effets de changement climatique ou bien même de ces dérèglements climatiques. Et malheureusement, ces exemples que vous donnez sont des conséquences qui ne sont pas forcément quantifiables par un fonds vert climat ou bien même un fonds pertes et dommages. Exactement. En fait, il faut se rendre sur le terrain pour se rendre compte parce que moi, en fait, par exemple, pour la fille de Ziguinchor, c'était de Sédhiou plutôt,
ça m'a vraiment touchée de voir. C'était une jeune fille, elle m'a dit que mon père a eu que des filles. Et ils ont été tous contraints de se marier. Et je suis la dernière, je vais être donnée en main. Et ça, par exemple, dans le processus dont Malamine parlait, on n'en prend pas en compte. On n'est pas en mesure de dire combien de filles ont été mariées de force parce que les parents n'ont pas la possibilité d'avoir des financements, entre autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une réponse pour les communautés de s'engager, que ce soit les filles qui sont à l'intérieur du pays, que nous qui sommes dans la zone urbaine, de vouloir faire passer l'information, de vouloir mobiliser, faire des actions. Parce que par exemple, si je prends un autre cas, quand je suis partie à Ndouloumadi d'Embe, c'était des femmes. C'était des femmes qui vendent quelque chose au marché, qui ont mobilisé toute la communauté pour venir faire des reboisements. Et c'était tellement marquant de voir. Elles ont arrêté leurs activités économiques parce qu'elles savent l'importance d'avoir des arbres dans leur maison. Et c'est elles qui nous ont accompagnés. Elles ont non seulement cuisiné pour nous, pour vous montrer que quand les femmes savent, elles s'engagent, et quand elles s'engagent, c'est le bénéfice de toute la nation. J'aimerais qu'on reste avec cet engagement des femmes abordé par Maguette pour interpeller Malamine là-dessus. Quelle contribution aujourd'hui de cet engagement communautaire des femmes dans la résilience, surtout au changement climatique? Juste un peu pour rebondir un peu sur ce que Maguette disait, mais aussi ce que vous avez mentionné par rapport à Wangari Maathai, qui a instauré le mouvement du Green Belt Movement avec plus de 50 millions d'arbres plantés. Mais on peut prendre juste un exemple qui est récent, c'est la présidente tanzanienne aujourd'hui, depuis 2021, aujourd'hui, si tu vois, en Tanzanie, c'est l'un des pays qui sont les plus avancés sur les questions d'adaptation climatique. Elle a été même nommée au sein du conseil consultatif du Global Center of Adaptation pour un peu rappeler aujourd'hui ce que les femmes peuvent apporter, l'impact que les femmes peuvent avoir aujourd'hui, que ce soit dans les politiques climatiques ou bien que ce soit au niveau national. Si on donne les femmes le pouvoir, si elles comprennent réellement ce qu'elles font face, elles pourront aujourd'hui être disons, sauver la planète, entre guillemets, parce que les femmes, il y a pas beaucoup de personnes qui sont plus résilientes que les femmes. On voit qu'il y a beaucoup de femmes dans les communautés. Quand tu rencontres ces femmes, tu es ému par leur résilience, tu es ému par tous les aspects qu'elles prennent en compte, l'éducation de leurs enfants. Elles sont dans le sang, elles sont à la maison, elles font la cuisine, etc. Donc, si ces femmes peuvent gérer toutes ces choses en même temps, je pense que ce n'est pas une question de changement climatique qui peuvent les freiner, en fait. Et Maguette, vous êtes jeune militante pour le climat. Mais Maguette, se définit-elle comme une écoféministe? Écoféministe. Donc, je pense que déjà, au Sénégal, on a un problème avec des questions de féminisme. Et quand on parle d'écoféminisme, je pourrais dire oui, je suis écoféministe parce que il y a cet aspect de vouloir donner le pouvoir aux femmes. La société patriarcale est en train de vraiment nous nuire parce que des hommes pensent qu'il faut avoir des rentrées économiques maintenant et des femmes pensent qu'il faut se développer, oui, mais préserver la nature, et je suis pour ça. Et quelle place de l'écoféminisme aujourd'hui pour redéfinir ces solutions-là durables? Comment l'écoféminisme peut contribuer à trouver des solutions durables aujourd'hui face aux effets du changement climatique que nous ressentons? Donc, face aux effets du changement climatique, déjà, il y a beaucoup de femmes il y en a généralement des regroupements qui sont faits. Je prendrai le cas de la vallée delta du Saloum, où les femmes qui ont, j'ai oublié carrément le nom de l'île, mais c'est l'île de Marloch, exactement, l'île de Marloch, des femmes qui ont regardé qu'elles étaient en train de perdre leur mangrove avec tout ce qu'il a en termes de richesse. Elles se sont regroupées, elles ont réfléchi sur comment elles doivent faire pour garder cette richesse. Et par exemple, l'impact, c'est exactement ça. Des femmes regardent un problème, elles se réunissent et réfléchissent ensemble pour trouver la solution. La solution, c'est de restaurer la mangrove. Et depuis, moi, je les ai connues en 2020 et depuis lors, elles organisent eux-mêmes leur propre restauration, collecter les propagules, organiser la séance, amener des gens qui vont assurer la sonorité, la musique qu'il faut, et elles reboisent tout au long sans attendre l'État.
ni les bailleurs de fonds, ni les jeunes, personne. Donc elles ont déjà trouvé, il y a un problème, il faut donner des solutions. Et je pense que c'est pourquoi moi j'adorais mettre écoféministe, parce que elles n'ont pas attendu des discours, des concepts. Elles ne savent pas s'il y a des femmes qui se sont mises dans des forêts pour contester contre le gouvernement, comme ça a été fait en Inde, ou par exemple en Éthiopie, où le gouvernement accompagne les jeunes plutôt à faire des reboisements de masse. Elles n'ont pas ces informations, mais elles s'activent. Donc je pense que c'est ça, comment l'écoféminisme, avec tous ces courants qui existent aujourd'hui, peut vraiment aider dans cette résilience. Et d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, elles n'ont pas eu besoin d'être informées de ces formes de plaidoyer qui existent ailleurs, autant pour moi, pour elles-mêmes s'engager. Dans la mesure où ces mangroves-là, dans le delta du Saloum, ont une place très importante dans la vie de ces communautés, avec la pratique de l'ostréiculture, la pratique de l'apiculture et bien d'autres activités, en tout cas génératrices de revenus, qui tournent autour de ces mangroves-là. D'où l'intérêt, en tout cas, pour ces femmes et pour ces communautés de préserver ces mangroves-là à travers ces actions de reboisement que ces femmes-là du delta du Saloum ont initiées. Et Malamine, selon vous, les préoccupations aujourd'hui des jeunes filles et des femmes sont-elles suffisamment prises en compte dans le combat aujourd'hui, dans ce combat pour la justice climatique, puisque dès le début vous aviez tenu en tout cas à définir cette justice climatique-là? Oui, bon, je dirais que c'est pris en compte, mais ça reste. C'est pris en compte dans la mesure où les conférences locales qu'on fait au Sénégal ou bien partout ailleurs en Afrique, il y a plus de 40 conférences locales qui sont faites en Afrique. La plupart de ces conférences sont dirigées par des femmes, ou bien la plupart de ces conférences, les gens qui atteignent ces conférences sont majoritairement des femmes. Disons, l'année dernière, il y avait plus de 55% de représentativité des femmes. Et cette année, on vise 60 à 65% de représentativité des femmes qui vont faire entendre leur voix dans ces conférences. Mais aussi, il faut rappeler qu'après la LCOI, il y a la COI, la conférence globale des jeunes. Donc la voix des femmes va aussi dans la déclaration globale des jeunes. Et c'est cette déclaration globale des jeunes que les jeunes vont soumettre lors de la COP pour les négociateurs qui seront plus prendre en compte la voix des jeunes, la voix des enfants, mais aussi la voix des femmes. Donc je dirais que c'est pris en compte, mais on peut faire mieux, parce que je l'ai rappelé tantôt, lors de la délégation de la COP 28, il y avait seulement 33% de femmes. Et quand tu regardes les femmes négociatrices, il y en a peu qui sont dans les salles de négociation. Donc aujourd'hui, disons au Sénégal, il y a des progrès à faire. Certes, on a Madeleine qui est responsable directrice du changement climatique au Sénégal, mais on aimerait avoir beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de femmes. Qui a aussi eu à diriger aujourd'hui le groupe des pays les moins avancés. Effectivement, c'est bon aussi de rappeler cela. Donc, on aimerait aussi aujourd'hui avoir beaucoup plus de jeunes et de femmes qui sont dans ces salles de négociation, qui vont parler au nom de leur père pour que leur voix soit beaucoup plus prise en compte dans ces instances de décision. Et je pense qu'on peut le faire. C'est pas quelque chose qui est difficile. Il suffit juste d'avoir cette volonté, mais aussi après la collaboration pour que vraiment on puisse avoir la voix des femmes qui est beaucoup plus représentée dans ces instances. Et Maguette, pour Malamine, aujourd'hui, des avancées en tout cas sont notées, ou bien certaines préoccupations des femmes et des jeunes filles sont prises en compte, mais on peut mieux faire. Êtes-vous de cet avis? On peut bien faire. Déjà, pour rappeler aussi à Malamine, il y a aussi des championnes climat qu'on a d'habitude dans les COP. On a des championnes climat jeunes. Et je pense que l'année dernière, on avait Leïla, c'est comme ça. Leïla, c'était la championne climat de Bakou, de la COP de Bakou. Et cette année aussi, au Brésil, on a une autre femme. Voilà, Marcelina. Et donc, on a aujourd'hui au moins 2 figures pour les 2 dernières COP, figures féminines qui parlent de cette question, surtout celle de Brésil. Elle vient à la COP avec ses cornes, avec tout ce qui est brésilienne pour montrer que l'Amazonie aussi a sa place dans ces questions. On peut mieux faire, on est en train de faire des premiers pas. Jusqu'à présent, les présidences de COP, je vais dire comme ça, sont dirigées par des hommes et il y a les femmes qui sont derrière. Et peut-être, surtout au Sénégal, je veux dire parler surtout au Sénégal, je pense qu'on a Madeleine Diouf Sarr, c'est très bien, mais il nous faudra avoir encore plus de jeunes, de femmes,
bien outillés, parce que les COP, il ne faut pas oublier, c'est des questions très techniques. Il faut vraiment de la formation, de la préparation pour permettre que si Maguette va à la COP, quand tu arrives à la COP, tu n'es plus Malamine, tu es le Sénégal. Et quand tu parles du Sénégal, il faut être en mesure de dire exactement comment le Sénégal est en train de faire en termes de climat et autres. Et je pense qu'on peut bien faire en termes de renforcement de capacité, en termes d'opportunités. Parce que pour moi, je n'ai pas encore vu le gouvernement du Sénégal prendre un jeune pour l'amener à la COP. Je le parlais au ministre. Le plus souvent, ce sont des partenaires qui le font. Le ministre... Ou à travers des bourses qui sont offertes. Exactement. Le ministre l'ancien ministre, je vais dire, Daouda Ngom, a voulu me répondre pour dire qu'on offre les jeunes des opportunités. Mais moi, je n'ai jamais vu. J'ai participé à plusieurs COP. Et les COP où je suis partie, ce n'est pas le gouvernement du Sénégal qui m'a donné l'opportunité. C'est des bailleurs, c'est d'autres organisations qui nous financent et qui nous donnent l'opportunité d'y aller. Donc quand on y va aussi, il y a autre chose. Si c'est un bailleur qui me donne l'argent, il va me donner son agenda. Qu'est-ce qu'il veut que je dise une fois que je suis à la COP? Et vu que c'est son argent à lui, je respecte ses critères. Et peut-être d'un côté, le gouvernement ne veut pas encore amener un Maguette ou un Malamine à la COP. Par peur qu'on dérape, par peur ou je ne sais pas quoi, mais c'est le moment... D'où l'intérêt de faire confiance à ces jeunes-là et surtout de renforcer les capacités de ces jeunes, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand aujourd'hui Maguette ou Malamine va assister à une COP, elle n'y va pas sous sa casquette personnelle, mais c'est en tant que Sénégalaise également, et c'est le Sénégal qui est représenté. Et quel lien, Maguette, si on devait établir un lien, quel lien entre justice climatique et justice de genre? Puisque les deux combats se rejoignent. Justice climatique et justice de genre, je pense que les combats se rejoignent. Du point de vue qu'aujourd'hui, dans la société, c'est les femmes qui sont le socle. Que ça soit ici ou ailleurs, c'est généralement les femmes qui gèrent toutes les problématiques de paparazzi au niveau communautaire comme au niveau national. Et c'est les mêmes combats. On veut l'équité, on veut que les ressources naturelles soient partagées de manière équitable. On veut qu'on évite surtout les questions de dommages, de pertes et de dommages. Quand on arrive à gérer les financements, les responsabilités, l'assurance aussi, que les femmes et les hommes aussi soient au même niveau d'égalité. Parce que quand il y a par exemple des, comme je dirais, on dit que quand il y a des catastrophes naturelles, c'est 14 fois plus que des femmes sont affectées que les hommes. Donc, comme la Malamine l'a rappelé tantôt, les hommes peuvent facilement essayer de se gérer, mais les migrations, ce sont les femmes qui vont le faire. Les hommes peuvent aller en ville, mais les femmes sont obligées de se déplacer d'un village à une autre pour gérer. Donc, je pense que c'est le même combat. Et que voilà, si on arrive à travailler ensemble, on va réussir ensemble. Et Maguette a abordé un point important également, Malamine, c'est la nécessité de ce renforcement des capacités. Aujourd'hui, ces COP et autres rencontres internationales sur le climat sont également très techniques. Aujourd'hui, en ce qui vous concerne, surtout au niveau de votre organisation, qu'est-ce qui est fait en termes de capacitation, surtout de renforcement des capacités de ces jeunes-là sur les questions climatiques? C'est d'abord très important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... combattre un problème sans pour autant comprendre la cause principale ou bien comprendre c'est quoi le problème globalement en fait. Donc ce qu'on fait déjà à Corfica, c'est d'abord les conférences locales des jeunes que l'on organise. On invite les jeunes les jeunes et les femmes pour qu'ils viennent aujourd'hui découvrir c'est quoi la LCOE, avoir des informations sur les CDN. Et d'ailleurs même la LCOE de cette année, ça fait focus sur la CDN mais aussi les programmes nationaux d'adaptation. Mais ça va au-delà de ça parce que les femmes qui sont au niveau des communautés, elles n'ont pas accès à beaucoup de formation. Donc nous, c'est en formant nos volontaires. Et nos volontaires, c'est eux qui vont transmettre ce message, transmettre ces différentes pratiques à ces femmes qui sont au niveau des communautés pour qu'elles puissent comprendre réellement le processus, mais aussi pouvoir s'adapter et être résilients face aux effets du changement climatique. Et vous prenez surtout le volontariat à travers Corps Africa. Aujourd'hui, après le travail de ces volontaires au niveau de ces communautés, quel retour est-ce que vous avez, surtout des jeunes filles et des femmes aujourd'hui qui ont été impactées par le travail de ces volontaires-là au niveau du communauté d'accueil, de la communauté autant pour moi d'accueil? Effectivement, on a eu beaucoup de retours. D'abord, il y a des jeunes filles et des femmes qui sont dans ces communautés qui deviennent après des volontaires de Corps Africa. Et aussi, on crée des champions dans ces communautés parce que, disons, le volontaire, s'il va dans la communauté, déjà,
le volontaire ne travaille pas seul dans la communauté. Donc il y a une équipe communautaire que le volontaire met en place. Et dans cette équipe communautaire, il s'est constitué de jeunes, s'est constitué de femmes. Ce sont ces gens-là qui aident le volontaire jusqu'à l'accomplissement de son service au niveau de cette communauté. Mais tout en aussi facilitant aussi l'accès, disons aujourd'hui si le volontaire voit une opportunité de formation qu'une femme dans sa communauté peut bénéficier, ces femmes aussi viennent à Dakar faire 16 ans de formation et retournent aussi dans leur communauté. Donc disons c'est un tremplin, disons c'est un pont entre les communautés et les formations qui sont disponibles, mais aussi c'est un pont entre les communautés et aussi les instances de décision internationales, parce que le volontaire aide ces communautés-là qui n'avaient pas accès à, disons, à l'information, qui n'avaient pas accès à certaines outils de pouvoir en bénéficier durant son service. Donc on a pas mal de femmes dans ces communautés qui aujourd'hui ont l'opportunité de bénéficier de formations, qui ont aujourd'hui l'opportunité de bénéficier des voyages, mais surtout aussi qui ont aujourd'hui l'opportunité d'intégrer Core Africa pour être volontaire, pour faire beaucoup mieux dans le pays. Et Maguette, je le disais en introduction, vous êtes la fondatrice de Keogi Agency, également jeune militante pour le climat, avec également pas mal d'expérience sur ces questions-là. Aujourd'hui, comment vous est venue cette fibre-là pour la préservation du climat, cet engagement citoyen aujourd'hui pour l'écologie? Je pense que moi, je suis très déterminée par mon enfance, je veux dire l'environnement où j'ai grandi. Je suis née à Dakar, certes, mais j'ai un peu été à Keur Massar quand personne n'était pas encore à Keur Massar. Donc c'était à Keur Massar, la forêt de Mbao, très vert. Au fur et à mesure du temps, on a perdu tout ce qu'on avait en termes d'espace. Et comme Malamine l'a dit, exactement, moi j'ai commencé à l'école. Aujourd'hui, j'étais même chez l'école où j'ai commencé. J'ai fait des reboisements. J'ai vu aujourd'hui le résultat. J'étais très contente. C'était à partir de petites actions. Et je pense que ce que Core Africa est en train de faire est magnifique. Moi, je n'ai pas eu à intégrer Core Africa, mais j'ai eu à faire beaucoup d'activités au sein des communautés avec mes déplacements. Et cette fibre est devenue une passion qui m'a permis de vraiment découvrir le monde avec toute sa beauté et qui m'a permis aujourd'hui de voir qu'au-delà de ces problèmes qu'on a, il y a une autre chose. C'est que moi, j'ai beaucoup appris, cela fait plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Pourquoi ne pas faire le transfert de compétences qu'aujourd'hui Core Africa a dû faire à travers une entreprise. Donc l'idée, c'est de l'engagement communautaire jusqu'à le développement d'une entreprise privée qui met en avant ses compétences avec les jeunes du Sénégal pour trouver non seulement des solutions sur ces questions climatiques et de l'offrir à nos cibles, que ce soit les institutions, que ce soit les communautés de base, les ONG qui veulent développer des choses. Une façon également pour vous, en tout cas, de restituer toute cette expérience que vous avez accumulée tout au long, autant pour moi, de vos 10 années de terrain sur ces questions de préservation de l'environnement et autres questions liées à l'écologie. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Maguette Ba. Vous êtes fondatrice de Keogi Agency, également jeune militante pour le climat. Merci encore d'avoir été avec nous, Maguette, et toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Tout le plaisir est pour nous et j'espère que nos téléspectateurs ont beaucoup appris de cette session. Merci beaucoup et à la prochaine. Je l'espère tout autant également. Malamine Badiane, vous en êtes à votre première participation à l'émission Le Débrief. Merci également d'avoir bien voulu répondre présente. Merci pour cette disponibilité. Vous êtes le coordinateur de Core Africa Green. Ça a été aussi un plaisir, Malamine, d'avoir partagé ce plateau avec vous. Plaisir partagé, Daouda, et merci de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de parler au nom des jeunes et aussi des initiatives que nous sommes en train de faire au Sénégal et en Afrique. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de recevoir des jeunes comme vous pour échanger sur ces questions d'intérêt général. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.